voilà. Et, bon, donc c'est relativement complexe. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les adultes, les latins et tous les adultes qui s'occupaient de cette colonie ont tout fait pour que ces enfants se sentent le mieux possible à Lisieux et aient une vie qui les rapprochait le plus possible de ce que pouvait être une vie d'enfant ordinaire. Voilà. Ce n'était pas possible, ils ne pouvaient pas avoir une vie d'enfant ordinaire. Il fallait que ça se rapproche de cela le plus possible. Et parce que la plupart de ces enfants ont vécu avant leur arrivée à Lisieux dans les camps d'internement, c'est-à-dire dans des endroits où ils ne pouvaient pas être des enfants. Donc la maison d'Lisieux, c'était aussi une façon de leur rendre leur enfance. Tout à fait. Et maintenant, je vais juste confirmer un point qui me paraît important. Quand on demande aujourd'hui à des enfants qui sont réfugiés, par exemple, qui ont vécu des camps de réfugiés, parce que finalement, les nôtres d'enfants aussi, ils sont passés par des camps d'internement de Vichy. C'était pas Rivesaltes, Gurs, c'était vraiment effroyable, les conditions de vie dans ces camps. Mais quand on demande aujourd'hui des enfants qui passent par des camps de réfugiés, n'importe où dans le monde, qu'est-ce qu'on a comme dessin et comme écrit éventuellement? On a des scènes de guerre, on a des scènes effroyables, des mutilations, des choses terribles, des choses qu'ils ont vues, des gamins de 5 à 18 ans qui ont vu des choses horribles et ils les transcrivent. Or, à Lisieux, ce qui est frappant, c'est que ce que dessinent les enfants, c'est tout le contraire. C'est le bonheur, c'est des choses qui leur permettent de s'évader de la guerre, qu'ils vivent avec un certain éloignement. Ils n'ont pas pour la plupart connu des scènes de troubles, des scènes horribles, Ils ont vu des gens morts, par exemple, dans le camp de Gurs. Paul Niedermann rappelait qu'il avait vu dans les fossés du camp de Gurs, c'était la glaise, c'était très boueux, et bien il voyait le matin quand il se réveillait des cadavres. Et il appelle ça un souvenir d'enfance. C'est un drôle de souvenir d'enfance. Ils ont vécu des choses dures, ils ont vu des choses vraiment pas drôles, mais néanmoins, dans les dessins qu'ils font à Lisieux, ils s'évadent, ce qui nous laisse supposer quand même, et je termine là-dessus, que justement les adultes étaient suffisamment bienveillants autour d'eux pour qu'ils puissent redevenir un peu insouciants. Je ne dirais pas heureux, mais un peu insouciants. Effectivement, ces adultes qui ont beaucoup compté dans la vie de cette colonie. Et moi, j'ai été touchée également par le témoignage de Samuel Pintel qui rend un hommage vibrant à Miron Zlatin, parce qu'il dit que, évidemment, la notoriété de Sabine Zlatin a quelque peu, pas effacé, mais assombri peut-être le personnage de Miron Zlatin, qui était vraiment la cheville ouvrière de la maison d'Lisieux. C'est lui qui assurait la logistique, et c'est lui qui faisait vraiment faisait vivre le quotidien de ses enfants. Et j'ai trouvé que c'était important aussi de souligner le rôle de Miron Zlatin, et évidemment l'institutrice, bien sûr, Gabrielle Perrier, tous ces adultes, et puis les éducateurs qui ont entouré les enfants justement pour leur permettre de continuer à vivre un petit peu leur enfance. Sabine Zlatin s'est battue toute sa vie après la tragédie du 6 avril pour que ne soient pas oubliés les enfants, mais aussi les adultes, et notamment son mari, dont elle a souhaité qu'il obtienne à titre posthume la Légion d'honneur. Elle a entamé des démarches dans les années 1980, ce qui est impossible en réalité, et donc elle a été, entre guillemets, contrainte de la demander en son nom propre, elle l'a obtenue, mais la démarche initiale, c'était bien de porter la mémoire de son mari. Et tous les acteurs dont on parle depuis le début, Sabine Zlatin bien sûr, vous évoquez Gabrielle Perrier, l'institutrice des enfants, encore une fois, vous voyez la légalité, parce que c'est vraiment une institutrice nommée par l'inspection d'académie à la colonie. Pierre-Marcel Witzer, l'ancien sous-préfet qu'on a évoqué au départ, tout ça, ce sont des gens qui ont à un moment, et d'autres, se sont engagés pour qu'il y ait, non seulement qu'on n'oublie pas ce qui s'était passé à Lisieux, mais pour qu'il y ait
un musée mémorial qui puisse ouvrir ses portes au public en 1994. Et ce combat, par exemple, Sabine Zatin, elle l'a mené de 1946, date de la première journée du souvenir, jusqu'à son décès en 1996. Vous évoquiez tout à l'heure les différentes rafles, puisque hélas il y en a eu beaucoup. Pourquoi a-t-on retenu celle d'Isieux? Alors évidemment une rafle d'enfants c'est particulier, mais moi chaque fois que je monte à Isieux, je me fais cette remarque, ce petit village perché tout en haut dans le budget, et encore les routes n'étaient pas en 44 ce qu'elles sont aujourd'hui, je me dis que vraiment, enfin à chaque fois je me fais cette réflexion, pour monter, rafler ces enfants, il fallait vraiment avoir une volonté terrible de destruction. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Ah oui, c'est vraiment le symbole de la volonté génocidaire, du projet génocidaire des nazis. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut savoir qu'il y avait un enfant qui avait été placé par sa famille quelques semaines avant et qui n'était pas juif, et que cet enfant va être relâché lorsque les camions vont descendre, après les cordons, parce que finalement, le projet, c'est bien d'emmener uniquement les enfants juifs. Et alors, quand on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on se souvient de la rafle d'Isieux, finalement, et pas des autres, pas de beaucoup d'autres, on est obligé de revenir sur la toute première mémoire de la rafle. Il y a tout d'abord le fait que Sabine, qui était probablement à l'origine de l'activité de dessin et des lettres des enfants, elle était artiste dans l'art, elle avait fait des études de beaux-arts, et c'est probablement elle qui a initié la possibilité, enfin, le projet que les enfants puissent s'exprimer par le dessin, l'écriture, et ça a marché. Ils ont produit énormément de choses, et des choses qui sont, pour une grande part, restées sur place. Quand les Allemands ont fait la rafle, ils n'ont pas emporté des dessins, bien sûr, des lettres, ça ne les intéressait pas. Et ces dessins et ces lettres sont restés sur place, et Sabine les recueille quand elle revient 2 semaines plus tard. Et elle va tout ranger dans des dossiers. Elle ne rouvrira pas, après elle va monter à Paris, qu'elle va laisser donc à Paris, et qu'elle ne rouvrira pas avant le procès d'Arby, c'est-à-dire pendant 40 ans. Heureusement qu'elle ne les a pas ouverts, parce que sinon, probablement, tout aurait disparu, c'était un matériel extrêmement fragile. Ça, c'est le premier geste de mémoire. Elle ne le sait pas que c'est un geste de mémoire, mais elle va faire, avec ce geste, quelque chose de précieux, c'est garder toutes les traces de vie à la colonie. Voilà. Alors, on en a trouvé d'autres après. Serge et Béateur nous ont donné, à Isieux en 2023, ils nous ont donné tout ce qu'ils avaient récupéré dans les familles des enfants, et notamment le trésor des trésors, qui est ce qu'on les dessins, et surtout les lettres de Georges Alperne, le petit Georgie, qui était né la même année que Serge Klarsfeld, et auquel il s'identifie toujours, ou beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Et ces lettres, parce que Georges échangeait beaucoup avec ses parents, son père et sa mère avaient des lieux sûrs. Le père était dans un groupement de travailleurs étrangers, et la mère était dans un sanatorium en Haute-Ville. Ils s'écrivaient, ils s'échangeaient des lettres. Et toutes ces lettres, bien sûr, les parents les ont conservées précieusement. Et du coup, ces lettres sont un matériau incroyable pour redécouvrir la vie à la colonie. On a tout le planning des journées, des fêtes, ça c'est incroyable, des menus, des petits déjeuners, la vie quotidienne. Voilà. On connaît toute la vie quotidienne à Isieux grâce à Jean-Guy, un petit gamin de 8 ans. Il avait 8 ans à l'époque. Et voilà, ça c'est le premier geste. Deuxième geste, presque aussi incroyable, Sabine décide, pour ne pas oublier les enfants, on va faire une journée de mémoire. Donc, elle réussit à convaincre le préfet de l'Ain, un ministre, Laurent Casanova, grand résistant communiste, qui va l'aider à monter cette journée, et surtout en demandant à ses camarades, sous-préfet Jean Cardot à Velay et préfet de l'Ain, Léon Blanchard, de soutenir Sabine dans son projet. Il va y avoir un élan incroyable pour organiser une commémoration qui va réunir 3000 personnes devant la maison d'Isieux, le 7 avril 1946.
Dès 46. Dès 1946, c'est très très peu. On voit que ce travail de mémoire, c'est vraiment l'œuvre de sa vie. C'est l'œuvre de sa vie. Et au même moment, c'est encore plus incroyable, au procès de Nuremberg, Edgar Faure, le 5 février 1946, va lire le TEDx que Barbie avait envoyé à ses supérieurs à Paris le soir du 6 avril pour décrire son action. Donc, il décrit qu'il est allé faire arrêter des enfants dans un Kinderheim à Isieux, entre parenthèses 1. Il n'y a pas de possibilité de dire que c'est trompé, c'est ailleurs, non, c'est bien là. Et il décrit 51 personnes. Alors il ne fait pas la même classification que nous, il dit 10 adultes et 41 enfants. Parce que pour lui, les ados, les grands ados, 16 et 17 ans, il en avait 3, hein, c'était déjà des adultes. Donc il les met avec les adultes. Ce qui est incroyable, c'est que dans ce document, on a le chiffre précis de ceux qui ont été raflés, c'est-à-dire 51. Et encore plus extraordinaire, en bas du TEDx de Barbie, il y a, en mention marginale, il y a le commentaire qu'ont fait les supérieurs de Barbie à Paris. Il y avait la Knochen, probablement, il y avait la Alois Brunner, qui commente cette action et qui, comme Barbie leur dit, moi je vous les envoie à Drancy dès demain. Donc, ils commentent et ils se disent entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va traiter ces enfants différemment? Est-ce qu'il y a des raisons? Et Alois Brunner dit qu'il n'y a aucune raison, selon lui, de traiter ces enfants différemment et qu'on va leur appliquer la procédure habituelle de déportation. Alors ça, cette mention marginale couplée à la description de l'action froide et minutieuse, c'est un explosif. C'est un document incroyable qui prouve qu'on est allé chercher les enfants et qu'on sait très bien le sort auquel on les destine. Et donc ce document va être récupéré par les chercheurs du CDJC, qui est ce centre de documentation juive contemporaine créé à Grenoble par le rabbin Schneerson en 1943 dans la clandestinité à Grenoble. Et ce DJC, dans lequel il y a des historiens traîtres qui vont devenir très connus après, par exemple Léon Poliakov, eh bien, vont récupérer plein de matériel à Paris au moment de la libération. Et, alors je schématise, mais des documents qu'ils vont trouver dans les cartons, quelques cartons abandonnés par les nazis, parce que vous savez, ils ont brûlé beaucoup de choses, mais il y avait un carton dans lequel ils retrouvent le codex de Barbie. Et ils comprennent tout de suite l'importance du document. Et ils vont le confier à la délégation française qui va à Nuremberg. Et alors l'histoire de ce TEDx ne se termine pas là. Parce que après Nuremberg, il disparaît. Il disparaît et il réapparaît au moment du procès de Klaus Barbie, grâce à Serge Klarsfeld, qui va à nouveau le retrouver, mais alors il le retrouve dans un carton où il n'aurait jamais dû être, dans les papiers d'Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich en France. Bon, mais il le retrouve, et c'est très important, parce qu'il retrouve le document authentique, et non pas une copie. Il y avait des copies qui avaient d'ailleurs circulé à Nuremberg pour le procès. Or, c'est fondamental, parce que pour contrer la défense de Barbie, il fallait être en capacité de produire le document authentique. Voilà. Et ce document est l'une des preuves, si ce n'est la preuve, qui permet la condamnation de Klaus Barbie. Or, on sait que le procès Barbie est un moment fondamental dans la construction de la mémoire, puisque les enfants d'Isieux réintègrent ou intègrent à ce moment-là la mémoire nationale, mais réintègrent, parce qu'elle avait été intégrée en 1946 avec cette cérémonie nationale, réintègrent la mémoire nationale, mais n'avait pas été oubliée pour autant, parce que ça faisait 40 ans que Sabine Zlatin, quelques survivants, l'ancien infirmier de la colonie Léon Reifmann, et
les mères d'Isieux avec, au moment notamment de la traque de Klaus Barbie, mais les maires, mais surtout la population locale, le territoire et principalement les municipalités d'Isieux et Brémigordon, vraiment les deux villages les plus proches de la colonie. Et tous ces gens-là avaient continué à porter, eux, la mémoire des enfants d'Isieux. Et donc, avec le procès Barbie, il y a dans la foulée la création de l'association qui se donne pour but de racheter la maison d'abord, puisqu'elle a des propriétaires privés, et de l'ouvrir au public, donc de créer un musée mémorial. Et à ce moment-là, on retrouve, qui crée cette association, Sabine Zatin évidemment, mais l'ancien sous-préfet, Pierre-Marcel Wilzer. Mais je vais peut-être, ce serait intéressant que Dominique nous explique parce qu'au moment où Barbie revient en France et que son procès, en tout cas l'instruction du procès commence, c'est aussi le moment où d'autres acteurs vont vouloir s'impliquer pour cette mémoire, en faveur des enfants d'Isieux. Et au premier chef, la communauté juive régionale, qui, en 1984, et là c'est même la communauté nationale, puisque c'est le président du CRIF, Théo Klein, qui reconnaît, regrette que la communauté ait oublié les enfants d'Isieux. Mais il faut revenir aussi à 1946, parce que là, il y a un drôle de jeu de mémoire qui s'est joué. Oui, juste, je termine sur un point parce que je fais le micro trop tôt tout à l'heure. J'avais oublié de dire que finalement, à Nuremberg, le TEDx de Barbie est reçu comme preuve, comme une pièce constitutive du crime contre l'humanité. C'est pas rien quand même. Ça inscrit ce document et cette rafle dans la mémoire judiciaire. S'il n'y avait pas eu cette inscription, Serge Klarsfeld n'aurait jamais retrouvé le document. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. On dit que c'est miraculeux, non, c'est pas miraculeux, c'est une série en fait de hasards. On aurait ignoré l'existence. On aurait ignoré l'existence, donc Serge Klarsfeld n'aurait pas pu faire la recherche de Barbie, ou s'il l'avait faite, elle aurait abouti finalement à pas grand-chose parce qu'on n'aurait pas pu le coincer. Le Telex, c'est ce qui coince Barbie en 87. Et sans Telex, même la rage de la Russie de Sainte-Catherine, vous le savez, Vergès a écarté ça d'un revers de main. Voilà, ça, c'est crime de guerre, prescrit. Le dernier convoi de d'août 44, crime de guerre, prescrit, c'était des adultes, c'était des résistants. Les enfants d'Isieux. C'est là qu'on voit réapparaître la phrase de Madame Zatin. C'était quoi les enfants? C'était des maquisards, c'était des résistants. Donc, on voit bien l'importance de ce élève. Mais vous voyez comme les choses se constituent un peu curieusement, de façon un peu extraordinaire quand même. Et puis, en 1946, alors, du coup, Serge Klarsfeld en 1984 remarque tout de suite que sur la plaque qui a été apposée devant la maison d'Isieux, qu'avait fait poser en 1946 Sabine Zatin, il n'y avait pas la mention, le mot juif. Bon, ça c'est vraiment très troublant, parce que c'est vrai que la commémoration de 1946, avait une belle commémoration nationale, avec ministre, etc., un détachement de soldats, beaucoup de choses, des scouts aussi, belle mobilisation. Mais, quelle trace avait laissé la commémoration? Une plaque sur laquelle il n'y a pas de mot juif. Alors, il y a des choses, attention, la plaque, elle est quand même importante, puisqu'elle rappelle tous les noms, mais il en manquait un. Il manquait le nom de Fritz Lepin. Donc les gens s'étaient trompés sur la... Barbie ne s'était pas trompé, lui, dans son décompte. Sabine Zatin, le préfet, en 1946, il s'était trompé, ils avaient oublié un enfant. Bon. Ça, déjà, Klarsfeld le remarque tout de suite et dit ça, c'est pas possible, on ne peut pas oublier un enfant, donc il va falloir le rajouter. Et puis, deuxième chose, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mot juif? C'est pas possible d'oublier ça. C'est pour cette raison, précisément, qu'ils ont été arrêtés, déportés, exterminés. On ne peut pas oublier de dire qu'ils étaient juifs. Donc, dans la
communauté, principalement régionale et nationale, l'idée va s'imposer un petit peu que finalement la première commémoration, elle est nulle. Ou en tout cas, elle a manqué sa cible. Elle n'a pas été complète. Et elle est finalement, sous cette forme, elle n'est pas juste, et donc il faut la remplacer. Ou en tout cas, il faut l'élargir. Ça c'est très très vite apposé, et c'était tout à fait logique. En 87, au moment du procès d'Armée. Voilà, donc là, c'est bien sûr faire remettre le nom rapidement, on va remettre ce nom. Et puis, l'idée s'est imposée avec le procès d'Arby qui a suivi que voilà, la vraie mémoire, la mémoire juste et complète, c'est celle de des années 80. Et c'est là-dessus qu'il faut fonder désormais, braquer les regards et fonder l'exercice de la mémoire. Et puis, en faisant des recherches, il y a un peu de temps, c'était pour les 75 ans précisément de cette cérémonie en 2021, on fait des recherches, on fait un appel à documents, et le sous-préfet de Belette de l'époque m'appelle pour me dire j'ai retrouvé un vieux carton, là. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, j'ai l'impression que ça concerne un peu votre cérémonie, donc on y va. C'est toutes les archives du comité d'organisation de la journée, de cette journée-là. Extraordinaire, on en parle dans le livre, bien sûr. Tous les documents du comité d'organisation. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans les documents, parmi beaucoup d'autres très intéressants? On retrouve l'invitation faite au grand rabbin de Lyon. Alors que Sylvia Starr, je pense que tout le monde la connaît ici, grande spécialiste de la communauté juive durant cette période, m'avait assuré que dans les archives du consistoire, elle n'avait jamais rien trouvé sur cette journée. Bon. Donc on retrouve l'invitation. Non, il aurait pu être invité, et finalement, on n'a pas venir. Mais on trouve la réponse de Marcel Lévy, qui dit, le rabbin Salomon Poliakov, qui va bientôt arriver à Lyon en provenance de Genève, il n'arrive qu'en février, cette lettre est de janvier 46, oui, janvier 46, et donc le grand rabbin Poliakov va arriver à Lyon bientôt. Je peux vous dire qu'il se fera un devoir d'assister à cette cérémonie en hommage à nos martyrs. Donc la réponse est catégorique, et on sait que le grand rabbin Poliakov a assisté à cet hommage rendu aux enfants. Donc déjà, un doute est levé, la communauté avait bien été invitée. Ça, c'est quand même quelque chose de précieux de se souvenir de ça. Et puis, la deuxième chose, on a fait des recherches donc approfondies, Alexandre et moi, sur quelles étaient les préoccupations de la communauté et des consistoires un peu partout en France à ce moment-là. Je vous pose la question. Quelles étaient les priorités? La toute première des priorités, et on s'y appuie bien sûr sur des recherches très très sérieuses qui ont paru dans la revue de l'histoire de la Shoah. Retrouver les Juifs Retrouver tous les enfants cachés. Retrouver tous les enfants cachés. Ça, c'était absolument la priorité. Il fallait rendre ces enfants à leur judaïsme et tout reprendre à zéro avec ceux qui n'avaient pas de parents. Donc, il fallait les retrouver, les placer, etc. Et puis, s'il y avait des parents, bien sûr, les rendre. Donc ça, c'est très très clair, c'est la priorité des priorités. Et ensuite, il y a une autre priorité. C'est réintégrer la communauté nationale. Sans la stigmatisation qui avait été vécue avec l'Étoile jaune et avec toutes les persécutions commises pendant la guerre, mais surtout, ne pas revendiquer de martyrologue spécifique. Ça paraît incroyable, évidemment, à l'époque, aujourd'hui, je veux dire, et même en 87, au moment du procès d'Arby, la communauté juive, dans son immense majorité, souhaitait ne pas se distinguer du reste de la communauté nationale et donc ne pas avoir un martyrologue spécifique. En d'autres termes, ne pas insister sur la spécificité d'Auschwitz qui a été si importante, si nécessaire par la suite. Alors ça,
ça change beaucoup de choses, vous comprenez? Parce que du coup, le mot juif qui n'apparaît plus sur la plaque, ce n'est plus vraiment un problème. Le fait qu'on inscrive ces enfants dans le mythe résistentialiste, tous des héros, tous des résistants, ben ça se comprend de la même façon. Avec une plaque qui fait référence à la patrie. Avec une plaque qui fait référence à la patrie. Parce qu'il s'agit de dire que, de ne pas nier la déportation, bien sûr, mais de dire qu'il faut être considéré comme les autres déportés, donc vont demander sa carte de déporté politique, par exemple. Et de la même façon que des enfants, comme les enfants d'Isieux, pour ceux qui étaient nés en France, sur leur acte de naissance, il est spécifié dans la marge, mort pour la France. Alors c'est très étrange, je finis juste une chose, parce que ça me paraît vraiment essentiel, c'est que finalement, ces recherches nous ont permis de comprendre cette omission qui, 40 ans après, est intolérable, hein, bien sûr, avec la lecture qui est faite. Mais ce qui est important, c'est que Henri Rousseau le dit très très bien dans son livre Face au passé. Finalement, on trouve bizarre cette plaque, mais ce qui est sans doute la meilleure conduite à tenir, c'est d'en faire une autre, qui va rappeler que les enfants sont juifs. Parce qu'en 91, quand on rachète la maison en 90, c'est plus possible de ne pas le rappeler. Alors ça c'est sûr. Mais par contre, cette de 46, ne la touchons pas. Parce qu'il ne faut pas faire de lecture rétrospective de l'histoire. Voilà. Donc, acceptons ce manque, parce que finalement, il dit quelque chose de l'histoire et de l'époque. Et cette plaque est une archive. Oui, bien sûr. C'est bien d'avoir replacé dans le contexte de l'époque. C'est pour ça qu'en préambule, je vous parlais du contexte historique. Merci pour toutes ces précisions. Alors, évidemment, Serge et Léa Klarsfeld, leur nom est indéfectiblement lié à la maison d'Isieux, puisque leurs recherches ont permis l'extradition de Klaus Barbie en 83 et son procès surtout en 87. Et on rappelle que la rafle de la colonie d'Isieux a été un des chefs d'inculpation pour crimes contre l'humanité et des crimes imprescriptibles. Donc c'était évidemment très important. Alors le temps passe très vite, il est déjà 19h et voilà. Je voulais insister sur le titre que vous avez choisi et peut-être que vous nous disiez quelques mots sur la façon dont vous avez collaboré tous les deux, Dominique Alexandre, pour nous offrir ce témoignage, ce livre précieux qui est aussi un témoignage, Mémoire vivante. Vous avez insisté sur le fait qu'il fallait que la mémoire continue d'être vivante. Vous rappelez également qu'Isieux était un lieu de vie et on le voit à travers bien sûr ces photos, tous les documents. Je voulais revenir juste un instant avant de vous redonner la parole rapidement sur quelque chose qui m'avait échappé, dont j'avais eu connaissance il y a quelques années, mais qui m'avait échappé et j'ai souri en revoyant dans votre livre la lettre du petit Nicolas Bedos, puisque je pense que c'est bien que vous l'ayez inclus dans ce livre. Guy Bedos, on le sait peu, a été, alors on l'aime ou on n'aime pas Guy Bedos, mais en tout cas il a été un partenaire, j'oserais dire, de Sabine Zlatin dans ce travail de mémoire, puisqu'il lui a carrément donné son carnet d'adresses pour la souscription qui a été lancée au moment de l'achat de la maison, pour en faire un mémorial. Et Nicolas Bedos, qui était petit à l'époque, avait écrit à Sabine Zlatin une lettre très touchante, bourrée de fautes d'orthographe, mais ce n'est pas grave, et dans laquelle il disait son émotion lorsqu'il voyait les photos et le sort, lorsqu'il savait le sort qui avait été réservé à ses enfants. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses des personnes, des acteurs très importants et qui avaient été un petit peu oubliés. Et d'ailleurs, la lettre de Nicolas Bedos est reproduite dans l'ouvrage et fait partie de ces nombreux documents inédits que nous avons exhumés des archives de l'association et des archives privées de Sabine Zlatin. Et effectivement, pendant le procès, Nicolas Bedos apprend l'histoire des enfants d'Isieux avec le procès Barbie, comme tant d'autres. Il en est effectivement très touché et écrit à Sabine Zlatin. Sabine Zlatin va prendre contact avec Guy Bedos, va aller le voir au Zénith, on est en 89 à ce moment-là, va s'inviter dans sa loge, mais ils vont d'ailleurs très vite sympathiser parce que, outre des affinités politiques, ils ont surtout la même vision
d'Isieux et de ce que doit devenir ce lieu. C'est-à-dire que ça doit redevenir un lieu de vie. Sabine Zatin, vous savez, dans ses correspondances, dans les années 80-90, utilise une expression qu'on aime beaucoup. Elle parle de ce lieu qui doit devenir une maison de lumière. Et Guy Bedos avait compris que ce lieu, c'était un lieu... Alors, il y avait une expression, il disait, c'est un lieu où on doit venir prendre une leçon d'éducation civique en relief. Mais bon, ils s'entendent plutôt bien là-dessus. Et à un moment où la souscription pour le rachat de la maison patauge un petit peu. Hein, ça stagne. Bon. Donc, Bedos, effectivement, arrive avec son carnet d'adresses, c'est-à-dire un carnet d'adresses médiatique et politique. Et là, ce sont des relais extrêmement forts, parce que c'est des relais qui vont monter à Matignon, à l'Élysée, bien sûr, et puis aussi qui vont toucher beaucoup de gens, parce que le relais médiatique, ce sont des médias très populaires, c'est 7 sur 7 d'Anne Sinclair, c'est Télé 7 jours, Télé Loisirs, VSD, enfin oui. Et ce qui fait d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui la liste des souscripteurs, on voit que la plupart ce sont des souscripteurs plutôt modestes, de gens qui ont été touchés à ce moment-là grâce à la surface médiatique d'un Guy Bedos. Et cette mémoire s'est perdue parce que pour des raisons un peu obscures, puis c'est pas la peine des querelles de personnes, Guy Bedos n'est pas un... Et là, en 1990, on voit ça sur le site de l'INA, vous voyez ces images d'archives, où on le voit ouvrir symboliquement la maison au moment du rachat, mais Guy Bedos n'est pas invité à l'inauguration du musée mémorial en avril 1994, et il n'en parlera plus de cette histoire. Alors comment avez-vous travaillé à l'écriture, à la rédaction de cet ouvrage? Comment avez-vous sélectionné les documents? Non, ça rappelle des moments agités. Nathalie Garrido dans son souvenir, dans la salle. En fait, on a été très très vache avec Alexandre parce qu'on avait fait un plan et puis en fait l'été portant conseil, on est revenu à la fin de l'été en bouleversant totalement le plan parce qu'on s'est dit il faut partir que de la mémoire. Donc l'histoire elle va venir bien sûr, mais elle va venir à travers le prisme de la mémoire et surtout on va rappeler comment de la mémoire de la RAF et uniquement de ça on est passé ensuite à la mémoire de toute la colonie, y compris à la mémoire des anciens. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est de voir les enjeux de la mémoire, mais aussi qui apporte cette mémoire. Et les anciens sont une part importante de cette mémoire aujourd'hui. Et on s'est fait la réflexion avec Diane et les autres. On avait 8 anciens enfants d'Isieux, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous maintenant. Les enfants qui sont passés par les vieux, qui étaient partis avant la RAF et qui finalement ont survécu grâce à l'Isieux, d'une certaine façon. Et 57 au moins, et de ces 57, on en avait 8 là pendant les journées de la mémoire cette année. Et quand on les écoute parler, quand le président de la République les écoute parler, comme ça a été le cas, évidemment c'est très 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 émouvant, et on comprend que c'est normal et c'est bien qu'ils s'expriment aussi. Ça n'enlève rien au hurlement qui résonne, comme dit le rabbin Delphine Orguillard, évidemment, ce hurlement qui résonne, il est toujours là. On ne pourra jamais l'enlever. Mais la vie continue. La vie continue, il faut bien qu'on arrive à vivre avec ça. Et c'est d'où le titre, une mémoire vivante, parce que tout ce qu'on récolte sur la mémoire, il faut que ça converge vers la même chose, ne jamais oublier, certes, mais bien sûr, continuer à vivre et continuer à donner la vie et à transmettre toutes les valeurs et les belles choses qui vont avec. Alors, on sait, donc quand on a pris conscience qu'on ferait un livre comme ça, un peu nouveau, qui serait vraiment pas comme on fait d'habitude, c'est vraiment l'histoire, la mémoire, et ça on l'a fait déjà plein de fois, depuis des années. Donc on s'est dit, allez, on y va. Alors là, ça a été la crise chez Nathalie, parce qu'évidemment, on lui mettait en l'air tout son chemin de fer. Et
Et puis finalement, on a expliqué, on a réussi à converger, et on s'est très bien, c'est très bien terminé. C'est mieux les histoires qui commencent mal, qui se finissent bien, non? Et donc, voilà. Et on avait un éditeur intelligent qui a compris que finalement, ça serait un livre novateur, qui ne trahirait rien, mais qui apporterait des éléments nouveaux, des éclairages nouveaux, des archives nouvelles. C'est le résultat d'une recherche. Des décennies après, il y a encore des documents, encore des recherches qui aboutissent et qui vous ont permis de rédiger cet ouvrage différemment, parce qu'effectivement, on l'a rappelé, il y a eu beaucoup de livres consacrés à la communication, un certain nombre, mais celui-ci marquera, je pense, une date importante dans l'histoire de cette colonie. Non, mais c'était pour compléter des archives nouvelles, puisqu'on trouve des choses nouvelles, heureusement. Hein, on cherche et on trouve, ça c'est formidable. Mais aussi, on s'est replongé dans des archives qui existaient, qu'on avait, mais qui n'avaient jamais été utilisées comme matériaux pour l'écriture d'un ouvrage. Et encore une fois, les archives de l'association, créée en 88, les archives du sous-préfet Pierre-Marcel Kitzer, les archives de Sabine Zatin, les souvenirs, les entretiens qui avaient été menés avec les anciens d'Isieux en 2002 qui existaient, qui étaient là mais qui étaient sous-utilisés et qui sont une mine incroyable. Et puis le fait que l'an passé, Serge et Beate Klarsfeld nous lèguent les archives de toute la recherche faite sur les enfants et leurs familles dans le cadre de l'instruction du procès Barbie. Tout ça nous a permis d'apporter des éclairages mais sur des choses qui n'avaient jamais. On a beaucoup insisté sur 46 et a raison, mais on pourrait, enfin vous découvrirez, je l'espère, les chapitres sur une micro-histoire sociale des enfants et de leurs familles qui sont passés, voilà, la diversité des origines, la diversité des profils culturels, le rapport au judaïsme, des parcours migratoires avant-guerre, pendant la guerre, et le rapport à la mémoire pour ceux qui ont survécu. Par exemple, comment ces enfants qui ont survécu grâce à Isieux, c'est au moins, je le répète, 57 enfants, comment ont-ils retrouvé leur mémoire d'Isieux, et comment Isieux a fini avec ce musée mémorial à devenir aussi, après avoir retrouvé leur mémoire de la maison, c'est devenu leur maison de mémoire. Bon, tout ça on l'a intégré, et c'était vraiment la première fois qu'on travaillait sur ces questions-là. Malheureusement, le temps passe très vite, on va devoir conclure. Je voulais, pour terminer, vous remercier, Alexandre et Dominique, pour ce travail, et bien sûr les éditions du Progrès, tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage précieux. On l'a dit, d'autres ouvrages ont été écrits, mais celui-ci, je pense, marquera durablement. Rappelez également le souvenir de quelqu'un qui a beaucoup compté à Isieux, c'est Hélène Weisborn, à qui nous avons rendu un hommage à l'Institut culturel du judaïsme, qu'on s'est touché il y a quelques mois maintenant, puisqu'Hélène nous a quittés en octobre dernier. Elle a fait un travail considérable. Je voulais aussi saluer toute l'équipe de la Maison d'Isieux qui vous entoure, Dominique, et qui bientôt entourera Alexandre, puisque je crois pouvoir dire que Dominique, vous allez être bientôt retraité, voilà, une retraite bien méritée, et Alexandre, donc vous allez poursuivre l'œuvre entreprise, et je crois pouvoir dire quand même que tous les deux, dans vos domaines respectifs, vous poursuivez le travail de mémoire de Sabine, et je crois qu'on peut vraiment vous remercier infiniment pour tout ce que vous entreprenez, pour tout ce que vous faites pour transmettre cette mémoire vivante. Et évidemment, bien sûr, je ne peux pas terminer sans évoquer le contexte géopolitique et le pogrom qui a frappé Israël le 7 octobre dernier. Et évidemment, ce livre a une résonance particulière aujourd'hui pour nous tous, je crois, pour la communauté juive, mais aussi pour la communauté nationale, je le crois vraiment. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour nous présenter ce très beau livre que vous allez maintenant dédicacer, j'en suis sûre, à